on vivait dans la maison de son oncle. Et dans la maison de son oncle, on dormait au salon. Et comme on dormait au salon, on avait un lit gonflable sur lequel on dormait, qui s'était même percé, qui s'était percé et qui a commencé à faire sortir de l'air. Donc du coup, c'était une femme de 8 mois, enceinte. A dormi plus ou moins à même le sol. Et c'est comme ça que je lui ai dit, OK, il faut qu'on trouve un moyen d'avoir un matelas pour dormir dessus. Et je lui avais parlé d'un matelas que j'avais aperçu dans la ville, dans la rue, dans notre quartier, pas loin, une personne qui l'avait jeté. Excusez-moi. Une personne avait jeté le matelas que les éboueurs devaient récupérer. Et c'est comme ça que je lui ai dit, j'ai vu ce matelas, alors le chercher. Il ne voulait pas qu'on aille le chercher parce que sa dignité, voilà. Et j'ai tellement insisté, c'est là où j'ai reçu la deuxième gifle. Et là, directement, je me suis dit, ça ne vaut pas la peine que je continue de vivre. J'ai vécu que du difficile en Italie. Je suis arrivée en France, je vis que du difficile. J'arrive pas à comprendre. Je me suis dit, bah, ça ne sert plus à rien que je reste dans ce monde. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue d'aller me jeter du haut du balcon. Lui, il a eu la présence d'esprit d'appeler les pompiers qui sont venus rapidement également parce qu'il leur avait dit justement que j'étais une femme enceinte de 8 mois. Ils sont arrivés rapidement et quand ils sont arrivés, ils m'ont trouvé là. Et c'est eux qui m'ont convaincu de ne pas sauter. Et je suis partie avec eux à l'hôpital. J'ai fait 2 jours à l'hôpital, oui. 2 jours. Et à l'hôpital, j'ai eu droit à une série de questions. J'ai eu droit à un interrogatoire vraiment poussé par une psychologue qu'on m'a mis en contact avec cette psychologue parce que moi, pour dire vrai, je n'avais pas d'émotion en tant que telle. J'avais l'impression que j'étais vide. Je me sentais complètement vide. Ou c'était comme si j'avais la vie de quelqu'un d'autre, mais moi-même, je n'existais pas en fait. Je répondais à ces questions, les questions de la dame de façon mécanique, juste comme ça, mais sans vraiment avoir besoin de porter plainte parce qu'il m'a demandé de porter plainte. Je n'ai pas porté plainte. Parce que justement, il y a ce côté où on dit la femme noire en France, elle porte toujours plainte à son homme. Donc, c'est très, très mal vu. Donc, il y avait ce côté-là où je ne voulais pas qu'il se retrouve dans des problèmes à cause d'une gifle. Sauf que je ne me rendais pas compte que c'était moi qui me mettais en danger. Sauf que j'ai voulu le protéger, lui. Et petit à petit, ils m'ont gardé pendant 2 jours. Et en me gardant pendant les 2 jours, la dame, elle était là. Le matin, on avait une séance de 2 heures environ où je parlais de tout. On parlait de tout, de mes projets. Voilà, pour me redonner goût à la vie, en fait. Pour que je n'ai plus l'intention de faire cet acte-là. Donc, quand ils m'ont fait sortir, ils lui ont dit, ils lui ont dit de prendre soin de moi et surtout, si j'avais un problème, que je revienne automatiquement vers eux, que je n'hésite pas d'appeler la police ou l'ambulance pour signifier que j'étais en danger. Mais je vous assure que sur le moment, c'est comme si je n'avais pas entendu parce que pour moi, revenir, c'était pas possible parce que c'était ça le mariage. C'était ça le mariage. Souffrir pour le bien de son couple. Bon. Donc, j'accouche. Lorsque j'accouche, tout se passe. En fait, l'accouchement se passe plutôt bien. Ma fille et moi, on se retrouve au foyer. Et quand on se retrouve au foyer, on a notre petite vie. On n'a pas de revenus, mais ça va. On s'en sort plutôt pas mal. Et comme ça, j'ai mon logement, je suis régularisée enfant, j'ai mon logement, je fais ma formation grâce à Pôle emploi, je fais ma formation de serveuse et je continue à faire ma formation, je m'occupe de l'enfant. Mais justement, je voulais apporter un petit éclaircissement. C'est là où je me rends compte que s'occuper d'un enfant seul en France, c'est pas évident. Parce que j'avais pas de voiture, j'avais personne, j'avais que moi et ma fille.
il fallait aller laisser à la crèche, courir, chercher un bus, prendre le bus et aller également en formation, pouvoir arriver à l'heure, assister à toute la formation, être concentré. Et surtout, lorsqu'on est seul avec un enfant en Europe, à devoir s'en occuper toute seule, il faut être prête à ce qu'on nous appelle à tout moment. Donc, à tout moment, on peut nous appeler pour nous dire que l'enfant est en train de tousser, l'enfant a mal à la tête, l'enfant a ceci. Donc, voilà comment est-ce que j'étais toujours en garde, en fait. Au garde à vous, on va dire ça comme ça, parce qu'on peut m'appeler à tout moment. Donc, quand le papa il revient nous retrouver dans notre logement en France, je me dis que ouf, enfin, je vais pouvoir respirer. Mais sauf que je m'étais trompée. Je m'étais trompée parce que lui donnait l'impression que je lui devais beaucoup de choses. Je lui devais beaucoup de choses. Le fait que je me sois régularisée en France, c'était pas normal. Et que ce aurait été lui qui se régularise en premier et non moi. Donc, du coup, je devais travailler plus pour pouvoir subvenir non seulement aux besoins de la famille, mais le mettre à l'aise un peu. On va dire ça comme ça. Le mettre à l'aise. Bon, moi, je me suis dit, je peux le faire puisque c'est moi qui suis régularisée en France. Donc, ça ne me dérangeait pas du tout. Donc, je travaillais plus, mais sauf que je n'avais pas d'aide au niveau de l'enfant. L'enfant, il fallait bien que quelqu'un s'en occupe, quelqu'un aille laisser à la crèche, bon, chez la nounou, parce que là, à ce moment-là, j'avais une nounou avant qu'on aille à la crèche, que quelqu'un aille déposer l'enfant chez la nounou, et également qu'une personne elle la chercher, mais sauf que je devais le faire toute seule, sachant que le père était à la maison. Donc à ce moment-là, vraiment, je l'avais pardonné. Pour moi, c'était l'histoire ancienne. Pour moi, je me disais que c'était quelque chose, c'était une épisode de notre vie qui était passé et peut-être qu'il fallait qu'on passe par là pour que ça nous renforce encore plus, pour que notre vie ait un sens en fait. Pour moi, je ne voyais pas pourquoi est-ce que j'allais devoir le quitter. C'est pas possible. C'était le père de mon enfant. Et après plusieurs démarches auprès, parce que moi j'étais déjà là depuis un moment, je me suis renseignée ça et là, comment est-ce qu'on pouvait le régulariser lui. Donc on est parvenu à trouver cette possibilité de le régulariser. Il s'est régularisé et nous avons continué notre petite vie. Et lui, il a commencé la formation d'auxiliaire de vie. Très rapidement, il a intégré une formation. Mais sauf que là, je me suis dit que enfin, on allait avoir des revenus à la maison. Des revenus venant de lui et mes revenus venant de moi également. Ça allait nous aider. Mais sauf que je m'étais trompée. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il donnait l'impression que je lui devais quelque chose. Et comme je lui devais quelque chose, c'était à moi de faire le nécessaire pour que la famille puisse aller de l'avant. Donc, je me suis retrouvée en train de vivre une vie de femme soumise. J'étais façon chrétienne et en même temps, homme de la maison. Oui, c'est ça en fait. Je devais subvenir à tous les besoins. Son argent, je ne l'avais jamais vu en fait. Je ne voyais pas la couleur. Je ne voyais ni la couleur, ni quand est-ce que ça arrivait. J'avais la chance que, au travers de mon travail, j'avais des collègues serveurs. Donc, très souvent, on avait des séminaires, pardon, soit séminaires, soit mariages, soit événements, et ils m'appelaient et on y allait. Et quand on y allait, j'avais une bonne enveloppe. Sauf que quand l'enveloppe arrivait, les problèmes qui allaient avec arrivaient aussi. Donc, c'était soit j'ai tel problème, il faut résoudre, il faut, voilà. Et je me disais, j'ai de l'argent sous la main, c'est pour la famille. Je sortais de l'argent, je donnais. Après, on s'est dit que ça ne sert à rien qu'on continue à souffrir alors que lui, il a un permis. Donc, il peut conduire en France. J'ai réussi à réunir, pour une première fois, j'ai réussi à réunir 500 €. C'est comme ça qu'avec 500 €, il a acheté une voiture. Cette voiture nous a quand même, elle nous a aidés pendant 1 an. J'avais de plus en plus, je pouvais aller faire mes courses, il m'accompagnait, voilà. Mais moi, je n'avais pas de permis. Et c'est comme ça que l'envie de faire le permis m'est venue. Je me suis inscrite à l'auto-école. Il a payé, je crois, une ou 2 fois. Je ne me rappelle pas du montant, mais il a payé quand même. Et là où j'ai eu mon code. Là, quand j'ai commencé la conduite, il n'était plus partant. J'ai dû prendre la relève toute seule.
Parce que moi, ça me tenait à cœur, il fallait que je finisse mon permis. Bon, maintenant, on n'avait plus de véhicule un an après, il fallait acheter une deuxième voiture. C'est là où lui, il a sorti son argent, il a acheté un véhicule. Malheureusement, le véhicule a mis juste, on l'a eu juste pour 2 jours. 2 jours après, le véhicule était épave. Donc, il a réussi à rassembler un peu plus d'argent pour acheter un autre véhicule. Voilà. Et là, entre-temps, j'étais déjà enceinte de notre deuxième. Et dans la relation, j'ai commencé à me demander qu'est-ce que je faisais là. Vraiment, c'est mes enfants, quand je les fais très souvent, je les programme, en fait. On va pas programmer, on va dire que la nature fait des choses, Dieu fait ses choses, mais ayant toujours eu des grossesses avec accouchement césarienne, donc mes enfants, ils ont un écart entre 4 et 5 ans. Donc, notre fille, elle avait environ 5 ans, 4 ans. C'est comme ça qu'elle a... on a eu notre deuxième enfant, on a décidé de faire notre deuxième enfant. Et pendant que j'étais enceinte, j'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je me suis mis avec cet homme? Est-ce que, quelque part, je ne suis pas en train de m'embourber dans une relation parce que c'est lui qui était là au moment où je voulais me mettre en couple, alors que je n'ai pas regardé autre part? Je pouvais bien regarder autre part. Ce questionnement arrive pourquoi? Parce que je lui avais déjà dit qu'il était inadmissible qu'une femme soit obligée de subvenir aux besoins complets de toute sa famille avec un homme qui travaille. Parce qu'en ce moment, il travaillait déjà. Je lui ai dit, c'est pas normal. Pour moi, c'est inconcevable puisque je commençais à regarder autour de moi. Je commençais à voir des copines qui se mariaient et je voyais leur façon de fonctionner. Je me suis dit, c'est pas normal que je sois obligée de payer la maison, le manger, parfois le carburant, la nounou, les activités à l'école, accompagner l'enfant à l'école, aller récupérer. Pour moi, c'est moi qui faisais tout en fait. Et je me suis dit, mais est-ce une punition? C'est pas normal que je vive cette vie en fait. Et mais malheureusement, je ne vais pas dire malheureusement, j'étais déjà enceinte de notre deuxième. J'étais déjà enceinte. Bizarre. Et c'est à ce moment que je me dis peut-être que c'était peut-être les hormones qui m'ont amené à réfléchir aussi, hein, c'est jamais, peut-être les hormones. Et par la suite, il m'a dit, ok, on va arranger les choses, je vais prendre le loyer, tu ne payeras plus le loyer, comme ça tu t'occupes du manger, et je m'occupe de ça et de ça. Comme je disais au départ, la maison était à mon nom, donc c'était mon appartement, donc il a commencé à payer, sauf que je vérifiais derrière lui. Je lui demandais, est-ce que tu as payé le loyer? Est-ce que ça a été régularisé? Je veux voir la facture. Pourquoi? Parce que j'avais remarqué avant qu'il disait, je paye, mais il ne paye pas. Donc, je lui ai dit, non, je veux voir la facture. Il faut que je la voie. Et donc, un jour, après que je lui ai demandé justement une facture, après que je lui ai présenté le loyer, et il n'aimait pas le fait que je sois derrière lui en train de lui demander les preuves de ce qu'il faisait. Donc, et c'est comme ça que ce jour, j'ai reçu une autre gifle. Je ne vais pas dire la troisième parce qu'il y a eu autre moment où il y a eu des gifles, je ne me rappelle plus en fait. J'ai eu l'impression à un moment donné que j'avais perdu la tête, je ne sais plus. Mais j'ai eu une autre gifle. Et ce jour-là, lorsque j'ai eu cette gifle, sérieusement, j'ai pleuré. Vraiment, je me suis enroulée par terre. J'étais enceinte, mais je me suis enroulée par terre. J'ai eu l'impression que j'avais... Vous imaginez un peu quand on est au pays et qu'on a deux et qu'on a perdu un de nos proches, comment est-ce qu'on s'enroule souvent par terre? C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pensé qu'en faisant ça, il allait changer. Mais c'était une grosse erreur. Grosse erreur. Parce que j'ai pleuré, j'ai fini de pleurer, mais sauf qu'il y avait une autre fille qui était là. Je ne savais pas ce que j'étais en train de créer dans la tête de notre fille. Mais sauf que j'ai pleuré. C'est tout. Et je me suis enroulée par terre. Et après, je suis allée me coucher. Et après, j'ai pensé au fait que, parce que quelque temps avant, il avait décidé de régulariser notre relation.
de légaliser notre relation. Et c'est comme ça qu'il avait envoyé sa famille voir la mienne au pays. Et j'ai pensé justement aussi que le fait qu'il a commencé les procédures pour légaliser la relation, c'est qu'il tient à moi. Peut-être que je m'y prends mal, que c'est moi qui le pousse à être violent. Je me rejetais toujours la faute. Ce n'était jamais de sa faute. C'était toujours de ma faute. C'était toujours de ma faute si je ne faisais pas assez. C'était toujours de ma faute si j'étais derrière lui pour lui demander de payer le loyer. C'était toujours de ma faute si on n'avait pas à manger le menu qu'il voulait. C'était toujours de ma faute parce qu'il ne voulait pas manger le même plat le midi. Donc la recette du midi, il ne voulait pas que ce soit la même recette le soir. Donc il fallait cuisiner le midi et le soir à mes frais. C'était toujours de ma faute. C'était jamais de sa faute. Donc en fait, c'était un peu les raisons que je me suis inventées pour pouvoir supporter tout ça. Alors, là, je me rends compte que pendant la grossesse de mon fils, à la fin, je lui dis, OK, il faut qu'on fasse le loyer, l'aléa de l'enfant. L'enfant est en train d'arriver. Je fais toute une crise parce que lui, pour sortir son 1 euro, c'était compliqué. Il fallait d'abord qu'on s'engueule. On s'engueule pendant longtemps pour que 1 euro sorte. Alors, je lui ai dit non. La layette, il faut qu'on la prépare. Il est inadmissible que la layette, c'est moi qui vais devoir la supporter toute seule. Non. C'est ton enfant, tu mets le nécessaire. Et sans oublier qu'il avait ramené aussi un truc qui m'avait très longtemps dérangé. C'était le nom de l'enfant. En France, le nom de l'enfant, on sait que le nom de l'enfant porte directement le nom de son père. Mais le prénom, moi je voulais les prénoms du côté de ma famille. Sauf que pour lui, impossible. C'était son enfant, et comme c'était son enfant va porter entièrement son nom. Ma famille ne doit même pas intervenir là-dedans. Je lui ai dit, mais non, c'est pas possible. J'ai supporté tout ce que j'ai supporté. En plus, c'est moi qui porte la grossesse. Au moins, les prénoms, ça devait venir de mon côté. Et moi, j'avais déjà promis à ma mère que mon fils porterait le nom de son père. Donc, il a fallu qu'on fasse appel même à sa famille pour qu'on le fasse entendre raison sur le simple fait qu'il ne voulait pas que le prénom de mon grand-père soit dans le nom de mon fils, en fait. Il ne voulait pas. Bon, j'y suis parvenue quand même à mettre, mais je l'ai mis sans qu'il soit au courant. Je l'ai mis quand je suis allée accoucher. Les infirmières, quand ils sont venus poser la question, je leur ai dit, est-ce que vous pouvez revenir après? Parce qu'il était là. Quand ils sont revenus après, c'est là où je leur ai dit, rajoutez ce prénom. Donc, il n'a pas su de suite, il a su plus tard que j'avais rajouté le prénom. Là, j'accouche, et quand j'accouche, je me rends compte que l'appartement que nous avons est petit. Donc, j'avais déjà fait la demande de logement avant, mais ça n'avançait pas. Le logement social, ça n'avançait pas. Et c'est comme ça que je me suis dit, OK, il faut que je fasse quelque chose. Je suis allée voir au niveau de l'habitat social. J'ai essayé de voir le responsable, j'ai pas vu. Et c'est là où j'ai écrit une longue lettre au responsable du logement. En mettant des preuves comme quoi je n'avais pas assez d'espace pour 4 personnes, c'est pas normal, il faut que j'ai un endroit digne pour mes enfants. On a réussi à avoir un appartement et là, je me suis dit, ouf, enfin, il va pouvoir entrer dans les charges. Et là, ce ne sera plus mon appartement, ce sera notre appartement. Et je n'aurai plus les phrases comme quoi, c'est ton appartement, donc tu te débrouilles. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je me suis aperçue qu'il ne payait plus les loyers, un peu trop tard. Parce que la fois où je lui ai dit, est-ce que tu avais payé le loyer, il n'avait pas fait. Je me suis rendu compte quelques jours après justement cette gifle, je me suis rendu compte quelques jours après qu'il n'avait pas payé. Et c'est comme ça que mon bailleur, il me fait savoir que le loyer n'est pas payé. Je lui dis, mais comment ça, le loyer n'est pas payé? C'était à lui de payer. Et ça tombait pile poil la période où on devait déménager. Donc, c'est comme ça qu'on déménage. Et quand on s'en va, je reçois la facture des impayés. J'en avais pour 4 mois impayés. 4 mois impayés. Alors, je lui dis, bah, monsieur, il faut que tu payes. Hein. C'était à ta charge. Donc, moi, j'ai fait ma part. Toi, tu n'as rien fait. Il m'a dit, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, madame, cet appartement ne porte pas mon nom. Donc, tu t'es débrouillé. Ne paye pas. C'est toi qui auras les problèmes de la justice. Voilà comment est-ce que je me retrouve en train de payer les 4 mois qu'il n'avait pas payé lui. Alors, là, nous allons suer nos oignons. Ok.
Donc, et on arrive dans cet nouvel appartement. N'oublions pas qu'il y a la caution à donner. Je me porte encore garante. À se demander si j'aimais ça, mais bon, je me porte encore garante, une fois de plus. Et premier loyer, je crois qu'il avait mis sa part, il avait mis sa quote-part aussi dans le premier loyer. Donc, je me retrouve, voilà, à donner mon chèque et tout le tralala pour avoir notre nouvel appartement. Et là, on aménage. Et quand on aménage, je reçois sa famille, puisque sa famille avait invité sa famille. Ils sont venus à la maison. Je leur fais part de tout ce que j'endure parce que je commençais déjà à me fatiguer en fait. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à penser à la séparation. Bien sûr qu'avant, je n'y pensais pas du tout. Mais c'est dès qu'on a aménagé ensemble que l'idée de séparation a commencé à jaillir en moi. Ils sont venus, je leur ai expliqué ce que nous vivions. Et pendant qu'on était en train d'échanger, là par rapport au fait qu'on lui, sa tante lui a posé une question à savoir pourquoi est-ce il est dur envers moi, pourquoi est-ce qu'il est si dur envers moi. Il leur a dit que parce qu'il ne voyait pas où aller avec moi, donc je n'étais rien pour lui en fait. Et directement, moi je suis restée calme quand j'ai entendu cette réponse. Sa tante lui a dit pardon, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais comment tu peux répondre avec une telle froideur en face de nous? Une question qui est aussi importante, elle ne représente rien pour toi. Il dit oui, je ne peux pas épouser une femme comme ça. Et je les ai regardés, je leur ai dit, je vous le disais tout le temps, que je vis de l'enfer là-dedans, mais personne ne m'a cru. Et très vite, je me suis dit, le lendemain, il fallait que j'aille voir le social. Commencer à voir comment est-ce que je devais déménager. Pendant qu'ils étaient là, puisqu'ils occupaient une pièce de la maison, j'ai laissé qu'ils partent, mais quand ils sont partis, j'ai déménagé dans une des chambres. Donc, je restais maintenant dans une des chambres avec des enfants, avec notre fils. La fille, elle avait sa chambre et lui, il est resté dans l'autre chambre. Je faisais maintenant à manger que pour moi et pour les enfants. Lui, je ne calculais plus. Je vis ma petite vie toute seule. Limite, je ne le voyais même plus. En fait, même s'il était là, je faisais genre qu'il n'était pas là. Parce que pour moi, il était question que je m'en aille. Je sauve ma vie. Sauf que, on était en février. En février, je reçois une autre gifle. Et quand je reçois, je sais plus ce qui s'est passé, sérieusement, je sais plus ce qui s'est passé, je sais que j'ai reçu une gifle. Et quand j'ai reçu cette gifle, j'ai direct, à peine reçu la gifle, je suis allée dans ma chambre, j'ai pris le sac, j'ai mis mon sac, je suis sortie. Je suis sortie, j'ai marché. Après, je suis allée au social. Oui, là, je suis allée au social. Je suis allée au social, je leur ai dit, je vis l'enfer chez moi, aidez-moi. Et ils m'ont dit, on ne peut rien faire pour vous. En plus, le lendemain ou le surlendemain, la dame devait aller en vacances. Elle m'a dit, on se voit quand je reviens, dans 2 semaines. Moi, je voyais 2 semaines comme c'était 2 ans. Pour moi, c'était plus possible. Donc, c'est comme ça que je retourne à la maison et parce qu'elle m'avait dit, faites profil bas pendant tout ce temps et nous, on va prendre le dossier en main. Je retourne à la maison, je suis restée tranquille dans mon coin. Je ne lui parle pas, je m'occupe des enfants, je ne travaillais pas, je m'occupe des enfants, je commence à réfléchir sur la possibilité de partir. Parce que là, je me suis rendu compte que il fallait impérativement que je m'en aille. Mais où? Avec 2 enfants. Il fallait trouver où aller avec 2 enfants. Donc c'est comme ça que un jour, là nous étions vraiment le 7 mars 2018. Ce 7 mars, j'étais assise au salon en train de me coiffer. J'avais pris l'habitude de me coiffer depuis l'Italie. J'étais en train de me coiffer au salon en regardant un film. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais aménagé dans la chambre à côté et j'avais mis tous mes effets. J'avais vraiment tout enlevé dans la chambre commune. J'ai mis dans ma chambre, dans la chambre d'à côté et
Pendant que j'étais en train de me coiffer, il arrive, tout énervé. Il me demande qui a pris mes fiches de paye. Je lui dis, mais tu parles de quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Et là, il insiste, si tu as pris mes fiches de paye, tu me les rends. Je dis, je n'ai rien touché. Je n'ai même pas touché tes affaires. Après, il part dans la chambre, il revient. Quand il revient, il vient devant moi. J'ai juste vu le réflexe de mettre les mains comme ça. J'ai reçu un coup de poing là, au niveau de la bouche. Donc, il est passé par le bas et je l'ai reçu au niveau de la bouche. J'ai commencé à pleurer. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la police. Ce fut la première fois que j'ai appelé la police. Et là, j'ai appelé la police. Ils m'ont dit qu'ils arrivaient. Je les ai indiqués où j'habitais. Ils ont dit qu'ils arrivaient. Par la suite, je suis allée dans la chambre. J'ai d'abord fait la photo. J'ai fait des photos. Et pendant comme je pleurais, les enfants, ma fille est arrivée. Mon fils était encore bébé. Ma fille est arrivée. Et quand elle est arrivée, elle me dit, « Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Il dit, « Maman, c'est cogné. » Je disais à ma fille, t'inquiète pas, c'est rien. Là, je me suis vite essuyée pour qu'elle ne me voie pas dans cet état parce que non seulement je m'étais blessée, il y avait du sang partout sur ma bouche et sur le vêtement que je portais. Et je pleurais. Voilà. J'ai fait la photo au cas où. Et cette même photo, je n'ai même pas hésité. J'ai envoyé à tous les membres de sa famille. Parce qu'avant, ils ne me croyaient pas. Et là, je me suis dit, il faut que je leur montre ce que j'endure. Et là, je suis envoyée à ma mère. J'ai attendu la police qui n'est jamais venue. Et directement, je me suis dit que si je restais là, c'est compliqué. Nous habitons dans un immeuble nous sommes au 12e étage. Est-ce qu'il peut me jeter au travers de la fenêtre? Ma vie en dépend. C'est là où je me suis dit, il faut que je sorte de là. J'ai appelé les pompiers à ce moment-là. Je leur ai indiqué où j'étais, pardon. Et heureusement, ils sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, ils ont demandé qu'est-ce qui se passait. Je leur ai expliqué. Ils sont allés le voir dans une pièce à côté. Ils lui ont demandé qu'est-ce qui se passait. Il leur a dit, je me suis cognée, toute seule. Et que je vais lui faire porter le chapeau. Et moi, je leur ai dit, s'il vous plaît, faites-moi partie d'ici. Ils m'ont dit, madame, vous pouvez partir ici. Non, 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 non. Je ne veux même pas rester ici. Je prends mes enfants, on se barre. Et je leur ai dit, s'il vous plaît, accompagnez-moi dans les salles, dans les pièces, que je récupère le nécessaire. J'ai pris les sacs cabas que j'ai à la cuisine. J'ai pris autant de sacs cabas que j'avais. Je n'ai même pas pensé à la valise. Je suis allée dans ma chambre à moi. J'ai mis 2 cabas, 2 de mes boubous au cabas dans le sac. J'ai mis des sous-vêtements, j'ai mis brosse à dents, j'ai mis quelques vêtements de l'enfant, son lait, ses biberons. La grande, j'ai mis quelques vêtements pour elle. Je leur ai dit, ok, c'est bon, on peut partir, on peut partir. Voilà comment elle est sortie de la maison. J'ai fait 9 mois, je ne suis pas retournée à la maison.